Donc, écoutez, bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à tous. Donc, je vous rappelle les principes de ces petites conférences. Donc, ce sont des interventions d'une demi-heure à peu près, suivies de 15 minutes de questionnement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit à certains, là, on est dans une circonstance un peu particulière. Donc, Héloïse Maillet du BIVB ne peut malheureusement pas être avec nous en présentiel. Donc, elle va vous faire une présentation en visio et puis je prendrai les questions à la fin de la présentation. Bonjour à toi Héloïse, je te passe la parole. Bonjour à tous et désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce matin. Je vais quand même essayer de vous transmettre les infos que j'avais prévu de partager avec vous. Et puis effectivement, je compte sur Benjamin pour faire le lien avec vous un peu plus en réel. Alors l'idée de ce matin, c'était de vous parler dépérissement du vignoble au sens très large, et puis de vous faire un petit aperçu de l'actualité, de la recherche et de l'expérimentation sur le sujet. Euh, Peut-être en un mot pour commencer, alors on ne va pas pouvoir faire quelque chose de très interactif, je le regrette, mais peut-être qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand vous pensez dépérissement du vignoble? Quelle est votre inquiétude principale concernant la santé du vignoble? Je ne vais pas vous présenter quelque chose d'exhaustif là ce matin parce que sur un sujet aussi vaste que le dépérissement, il faudrait bien plus qu'une demi-heure. Mais par contre, je vous encourage à y réfléchir, à prendre note. Et puis on pourra avec Benjamin compléter éventuellement si je n'ai pas abordé certains points lors de ma présentation. Alors, le dépérissement, en fait, on devrait plutôt dire les dépérissements parce que c'est une multitude de facteurs qui sont classés là en différentes catégories. Alors, on pense peut-être d'abord plus classiquement à cette partie des agressions biologiques. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, je suis en haut à gauche, en vert clair. Typiquement, la flavescence dorée, le bois noir, les maladies du bois, etc. On a aussi toute une partie qu'on peut classer dans la catégorie des stress environnementaux. Donc là, on en a encore fait l'épreuve ce week-end. Une partie liée au matériel végétal. On est bien sensibilisé, nous, en Bourgogne, notamment au cas du dépérissement du 161-49 qui en fait partie. Il y a une partie qui est liée aux pratiques culturales, liées à la taille, liées à l'entretien du sol, liées à la compaction du sol. Et puis une partie qu'on pourrait plus lier à ce qui est l'environnement sociotechnique et qui vient influer sur tout ça et sur notre capacité à gérer ou pas ces différents facteurs du dépérissement. Alors, on en parle de plus en plus des dépérissements, mais est-ce que ce sont des phénomènes nouveaux? Alors on peut en décrire plusieurs, hein. Les maladies du bois, c'est quelque chose qui est connu et qui est décrit depuis l'Antiquité, donc c'est loin d'être nouveau. Le Cournoé, quant à lui, c'est une virose qui était peu préjudiciable avant le phylloxéra, mais qui a été en fait largement propagée lors de la reconstruction du vignoble par la suite. La flavescence dorée, c'est un vecteur qui a été introduit probablement suite à ça, hein, suite à la reconstruction du vignoble et puis avec l'arrivée massive de matériel végétal américain, euh, dont on a constaté les premiers symptômes à partir des années 40. C'est vraiment l'introduction de ce vecteur qui a engendré cette épidémie. Je vous parlerai aussi un peu plus tard dans la présentation de la maladie du pinot gris, qui a été, elle, décrite en 2012, mais dont le virus associé, il est en fait largement répandu, comme on s'en est rendu compte dans les recherches récentes. Et puis, nouveau, pas nouveau, mais en tout cas, on fait face aussi à l'arrivée possible de nouveaux ravageurs ou de nouvelles bactéries ou virus. Vous avez sûrement entendu parler de Xylella fastidiosa. On parle aussi beaucoup ces dernières semaines de Popillia japonica ou encore le Red Blotch qui fait des ravages actuellement en Californie. Donc, toujours pour vous illustrer la diversité des facteurs auxquels on fait face. Et puis des effets de vagues, d'apparition, de disparition de certaines maladies.
Alors, maladie et ravageurs, la situation en Bourgogne en 2021, le constat qu'on a pu faire, c'est que c'était quand même une année à très forte expression de nombreux dépérissements. Alors, je me suis essayée à faire un petit podium avec hors catégorie le gel de printemps. J'espère qu'il ne sera pas dans cette même catégorie-là encore pour 2022. Sur la première marche, l'oïdium et le bois noir, dont on a vu une grande expression des symptômes. Sur la deuxième marche, j'ai mis le mildiou. Et puis sur la troisième, l'enroulement et le cournoué, dont on a vu aussi beaucoup d'expressions cette année. Donc vous pouvez avoir constaté des choses un peu différentes dans vos vignobles, mais voilà, globalement, sur une vue un peu large sur nos vignobles, c'est globalement comme ça qu'on pourrait résumer succinctement ce qu'on a vécu, ce qu'on a subi en 2021. Alors, si je dois avoir un autre regard là-dessus, j'élimine le mildiou et l'oïdium parce que ce pas des facteurs qui vont avoir un impact sur la longévité de vos parcelles. Et donc, on se retrouve plutôt avec un podium bois noir et puis enroulement cournoué. Donc, sur la première marque du podium, un phytoplasme et puis deux virus à la suite. Alors, j'avais ici une petite vidéo qui, j'espère, va fonctionner. Benjamin, tu me diras si le son fonctionne. L'idée, c'est de vous présenter, au-delà de ce contexte-là purement bourguignon, dans une petite vidéo de 9 minutes, ce que c'est le plan national dépérissement du vignoble, dans quoi on s'intègre, sur quoi on s'appuie face à ces phénomènes, et puis voir un peu l'état d'avancement de ce plan d'action qui a été lancé en 2017. Lancé en 2016, le plan national dépérissement de vignobles est unique pour notre filière. Il résulte de la mobilisation des interprofessions et des services de l'État contre les dépérissements de vignobles à tous les niveaux. Les dépérissements se définissent par une baisse subie de la production du cep de vigne et ou sa mort prématurée liée à une multitude de facteurs. Alors pour nous sur le territoire de Vertus, le dépérissement, on l'associe énormément au cournoué, puisque c'est une maladie virale qui, j'allais dire, touche une grande partie de notre vignoble. Il n'y a pratiquement plus aucune vigne sur la partie mi-côte qui n'est pas impactée par ce problème de cournoué. Il y a plusieurs types de dépérissement. Donc, on a des dépérissements qui sont liés notamment aux maladies. Et vous avez aussi des problèmes de dépérissement liés au changement climatique avec des sécheresses à répétition, des cépages qui ont tendance à péricliter suite à ça, à avoir de mauvais ahoutements et par dépérir. Alors pour moi, les dépérissements dans notre vignoble, ça concerne essentiellement l'esca et le typiose. Pas moins de 72 facteurs ont été recensés pour expliquer les dépérissements. La recherche d'un bon équilibre entre le rendement et la longévité des parcelles est au centre des préoccupations. C'est bien en agissant sur un ensemble de facteurs que l'on pourra adapter son vignoble face au dépérissement. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation de tous les acteurs de la filière, le plan dépérissement a lancé 30 programmes de recherche mobilisant 110 équipes. Nos 21 interprofessions engagées ont co-construit avec l'État ce plan ambitieux qui a permis la mobilisation de 13,5 millions d'euros depuis 4 ans. Le plan, c'est également 360 viticulteurs et pépiniéristes expérimentateurs qui participent à des réseaux d'acteurs. Alors, l'intérêt du travail en groupe, ça a permis de créer une dynamique qui nous a motivés pour progresser, d'abord par l'échange d'expériences. Je pense à notre voyage en Sancerrois, où à l'issue de ça, j'ai essayé d'adapter la technique de recépage et de curetage à mon vignoble. D'autre part, au sein de notre groupe, chacun avait des expérimentations différentes. Donc, ça nous a permis aussi de comparer à la fois les avantages et les limites de chaque technique mise en place. C'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger
par rapport à ces maladies, que ce soit le Cournouet, l'ESCA, enfin toutes les maladies du dépérissement, parce que forcément on peut s'apporter mutuellement des solutions, des pratiques qui peuvent quand même au niveau de nos pratiques viticoles être très intéressantes. François Biru de la Chambre d'agriculture de Vaucluse a chapeauté un groupe où on a mis en commun à peu près toutes nos expériences pour voir un peu sur chaque exploitation qu'est-ce que les gens ressentaient au niveau des périssements, quelle était leur préoccupation majoritaire et quel sujet les intéressait le plus. Ça a permis en fait de confronter nos expériences et de pouvoir se parler d'un sujet dont on ne parle pas forcément spontanément, quoi. Le plan dépérissement, c'est aussi un dispositif complet de formation, avec des formations dédiées aux formateurs et plus de 600 viticulteurs formés tous les ans sur les techniques de la taille durable et des pratiques curatives. Nous proposons depuis 2012 des formations pour lutter contre les maladies du bois, en l'occurrence l'ESCA. Donc on travaille sur la taille poussard, le recépage, le curetage et le regreffage, entre autres. Le plan de dépérissement nous a donné beaucoup d'éléments scientifiques pour pouvoir enrichir le contenu de nos formations. Une formation interactive pour mieux comprendre les dépérissements est disponible sur le site internet du plan dépérissement. Elle a déjà permis la formation de plus de 360 professionnels et étudiants et a reçu le premier prix de l'OIV. Le plan, ce sont aussi des avancées sur le matériel végétal. Le partenariat renforcé entre la filière et la pépinière viticole a conduit à la création de la marque Vitipeps. La marque Vitipeps est née avec le plan de dépérissement du vignoble. Du moment où on a été associé à ce fameux plan, dans le volet 2, le monde de la pépinière, les discussions se sont engagées avec la viticulture. Et donc, nous avons décidé de créer une marque label Origine France, pour montrer à la viticulture tous les efforts que nous faisons au niveau sanitaire et au niveau formation du professionnel. Alors, la marque Vitipeps fédère aujourd'hui 350 adhérents, sur à peu près 500 professionnels en France, ce qui correspond, vu la taille de nos adhérents, à 80% de la production nationale. Vitipeps est là aussi pour faire évoluer son cahier des charges en fonction du plan de dépérissement, en fonction de ce que l'on va nous fournir comme résultat technique et comme résultat scientifique. Donc chaque fois qu'on devra changer le cahier des charges parce qu'on aura su qu'il fallait faire autrement, nous le ferons. Donc c'est une marque évolutive. Depuis 4 ans, le plan a ainsi contribué à un important changement des pratiques et l'adoption d'une vision plus globale de l'exploitation. Le plan national de dépérissement nous a permis de changer un petit peu nos façons de travailler. En l'occurrence, l'animation de groupes de vignerons nous a permis de créer une dynamique de groupe pour pouvoir expérimenter sur les différents domaines, différentes techniques pour pouvoir après mettre en commun et avancer collectivement. Moi j'ai trouvé que le plan dépérissement avait apporté quelque chose de différent par rapport à notre façon de travailler habituelle, qui était le fait d'avoir ciblé des moyens sur une thématique. Et ça, je trouve que ça oblige de nombreux chercheurs, techniciens différents à travailler sur un même sujet. À titre personnel, moi, ça m'a obligé, ça m'a fait encore plus faire de terrain. Et c'est ça que j'ai trouvé super chouette, c'est que finalement, faire encore plus d'observations dans des parcelles dépérissantes pour essayer de suggérer des pistes, finalement, être encore moins au labo, encore plus dans les lignes. Où il y a, je dirais, des allers-retours permanents entre guillemets, les vignerons, les techniciens et la recherche. Et cette forme de façon de poser les problèmes et de chercher les solutions me paraît quelque chose d'excessivement moderne, pertinent et correspond complètement aux attentes et peut-être à une chance de réussite au bout du bout pour trouver des solutions. En complément de ces évolutions sur le terrain, le plan dépérissement a permis d'acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. Les premiers projets financés dans le cadre de l'appel d'offres Plan dépérissement France Agrimaire fournissent des résultats encourageants à tous les niveaux de la filière. Ceux-ci sont disponibles sur le site internet du plan dépérissement sous forme de fiches techniques et de vidéos. Par exemple, sur la flavescence dorée, les avancées sont nombreuses. Le programme Coact a enregistré de beaux résultats, notamment dans la caractérisation de la sensibilité à la flavescence dorée de certains cépages, porte-greffes et vitis sauvages, mais aussi dans l'amélioration de la gestion des vignes ensauvagées qui constituent des réservoirs potentiels de flavescence dorée.
L'équipe de l'INRA Bordeaux vient également de publier de nouveaux résultats sur l'identification des facteurs génétiques et écologiques de la flavescence dorée en Europe. Concernant les viroses de la vigne, la recherche d'un vaccin pour prémunir les vignes est toujours d'actualité. Grâce au programme Vaxivine, les chercheurs de l'INRA Colmar ont mis au point une nouvelle méthodologie pour sélectionner des vignes résistantes au virus responsable du cournouet. La prémunition des vignes est basée sur le même principe que la vaccination. En 4 ans, le plan dépérissement a permis de changer de vision et de proposer des solutions, parfois encore expérimentales, pour lutter ensemble contre les dépérissements de la vigne. La route est encore longue, elle devra continuer à mobiliser tous les acteurs de la filière dans toutes les régions pour un vignoble durable. Oui, le plan doit absolument se poursuivre, en tout cas dans notre région. C'est vraiment un mouvement qui doit perdurer dans le temps et qui doit permettre à justement tous les acteurs de la filière de se rencontrer pour voir un peu sur quelle partie on peut avancer et comment. Bien, le plan doit se poursuivre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a ouvert des champs très intéressants et qu'il serait dommage à cette étape de réalisation du plan de s'arrêter. La deuxième raison pour laquelle il est important que le plan se poursuive, c'est que les vignerons, comme les responsables que nous sommes, se sont grâce au plan réappropriés les problématiques et ont pris conscience qu'ils ont déjà entre leurs mains une grande partie des solutions, qu'il faut simplement se les réapproprier et les remettre en œuvre. Et dernier point important dans le comment, pour le comment il faut des moyens, et les moyens qui ont été mis en œuvre dès le départ, qui sont des moyens paritaires entre la filière et l'État, doivent continuer à perdurer parce que c'est l'esprit du plan. Et le plan, c'est quoi, si on devait le synthétiser? C'est co-construction. Construction entre la filière et l'État, co-construction entre la recherche et les professionnels du métier qui auront à mettre en œuvre les résultats de la recherche. Je vais vous décrire plus sur quelques exemples l'avancée des connaissances ou les constats où on en est aujourd'hui. Alors, je prends ce premier exemple de la flavescence dorée que j'ai introduit juste avant, où on se retrouve en fait dans le cas d'un phytoplasme, donc qui est autochtone, c'est-à-dire que c'est un phytoplasme qui infecte ou qui infectait depuis toujours l'Aulne et la Clématite sur le continent européen, et qui posait pas de problème sur vigne, jusqu'au jour où on s'est retrouvé avec l'introduction d'un vecteur nord-américain qui est capable de transmettre très efficacement de vigne à vigne le phytoplasme, parce qu'il ne s'alimente essentiellement que sur vigne, et donc on se retrouve avec des situations épidémiques. Ce que fait la recherche, c'est aussi qu'elle se penche sur le reste du cycle écologique de la flavescence dorée, donc avec une veille particulière sur d'autres vecteurs potentiels. Donc on connaît maintenant beaucoup de choses sur Scaphoideus titanus, mais on est en veille sur d'autres vecteurs. Orientus ifide, par exemple, qui est capable de s'alimenter sur vigne et qui est capable de transmettre le phytoplasme de l'aulne à la vigne. C'est important d'avoir une veille là-dessus pour être préparé à l'éventuelle augmentation du risque lié à des vecteurs de l'environnement. Donc là, on est bien face à une situation où on n'a pas eu de chance, grosso modo. En Europe, on avait déjà le phytoplasme, et puis c'est l'arrivée du vecteur qui a mis toute la machine en route, tout le pathosystème en route, et qui nous amène aujourd'hui à cette situation d'épidémie flavescence dorée. Alors, flavescence dorée et bois noir, alors vous n'êtes pas sans savoir que les symptômes sont complètement identiques au vignoble. Et le seul diagnostic possible pour les distinguer, c'est le diagnostic PCR en laboratoire. Je vous ai remis là les chiffres clés de la prospection et plutôt des analyses qui sont faites en Bourgogne depuis l'arrivée de la flavescence dorée en 2012. Donc jusqu'à 2017, grosso modo, on était vraiment sur une phase de réduction et de maîtrise de l'épidémie. On avait de moins en moins de communes touchées, un taux de positivité des tests qui était descendu à 1%, grosso modo.
Et puis, depuis 2018, une réaugmentation. On a 39 communes touchées aujourd'hui, en 2020 et 2021. Ça représente quand même plus 116% en 3 ans. Le taux de positivité des tests, il est passé de 1%, je le disais, en 2017 à 7% en 2020 et un tout petit peu plus que 4% en 2021. Chiffre à prendre, enfin cette apparente réduction est à prendre avec précaution, puisque étant donné la maille du filet de l'échantillonnage par prélèvement, ça peut aussi bien être le fait du masquage lié au bois noir. Et justement, le bois noir, j'y viens pour illustrer sa forte présence dans le vignoble. On est généralement aux alentours de 97% des tests réalisés qui reviennent positifs au bois noir. Donc ça illustre bien l'effet de masquage que peut avoir le bois noir sur la problématique flavescence dorée, au-delà des simples, enfin, des conséquences directes qu'il a sur la vigne de par l'expression des symptômes. Autre exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui au niveau de la recherche, c'est l'évolution des nouvelles technologies de séquençage et les nouvelles connaissances que ça nous apporte. Alors, je vous citais les maladies, les viroses et phytoplasmes, enroulement, cournouée, etc. On est aujourd'hui capable de les décomposer, en tout cas d'en décrire, en observer les différentes espèces et puis aussi les différents variants. Tout ça grâce à l'évolution des techniques de séquençage. On parle aujourd'hui notamment de HTS, c'est des techniques de séquençage à haut débit, qui permettent de caractériser ce que les chercheurs appellent le virome de la vigne, c'est-à-dire l'ensemble des génomes viraux, connus et inconnus d'ailleurs, d'un échantillon. C'est-à-dire qu'on va être capable d'observer une marque, une caractéristique propre de chaque cep de vigne. Chaque cep de vigne, il va être infecté différemment de son voisin par des virus qui peuvent être de l'environnement et puis par des variants viraux différents de son voisin. Je continue sur les virus. Je vous ai fait un petit teasing en introduction sur la maladie du pinot gris et plus spécifiquement sur le virus du GPGV, le Grapevine Pinot Gris Virus, qui a été caractérisé pour la première fois en 2012 en Italie, donc c'est très récent. Et depuis, on l'a retrouvé de manière globale dans tous les vignobles à travers le monde et il infecte la plupart des cépages, pas uniquement le pinot gris, il a juste été décrit pour la première fois sur ce cépage-là en particulier. Il est associé à des symptômes, ces symptômes qu'on appelle la maladie du pinot gris, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il a été décrit préférentiellement dans des cèpes qui expriment ces symptômes-là, mais c'est pas toujours le cas. On le retrouve de manière générale dans des cèpes qui n'expriment rien de particulier. La recherche a permis de vérifier que c'est un virus qui pouvait être transmis par greffage et aussi par un vecteur qui est la Carlin Colomerus vitis, dans des conditions semi-contrôlées, donc ce qui pourrait expliquer sa large répartition aujourd'hui dans le monde. Alors un travail qui a été réalisé par les chercheurs, notamment à l'INRA et à l'IFV, pour mieux comprendre ce virus, c'est de s'appuyer sur le séquençage à haut débit, dont je vous parlais juste avant, qui permet la détection des virus chez la vigne de manière très large, et d'aller rechercher donc, dans les bases de données génétiques mondiales des génomes de ce virus du pinot gris. L'idée, c'est de faire de l'épidémiosurveillance in silico, vraiment dans les données, dans les bases de données, pour aller chercher l'histoire évolutive de ce virus. Où est-ce qu'il est apparu? Pourquoi est-ce qu'on le retrouve partout maintenant? Et qu'est-ce que ça veut dire potentiellement d'un nouveau risque pour nos vignobles? Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire de ce virus-là et de ce qu'ont révélé les bases de données. Donc, tout d'abord, elles permettent d'identifier l'émergence de ce virus du GPGV en Asie dans les années 1850.
Ensuite, on va aller retrouver des séquences de ce virus-là à partir des années 50 à 60 en Europe. Donc une introduction directe ou indirecte, ça on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, on peut relier ça dans ces années-là à l'intensification des programmes d'amélioration génétique. Donc l'introduction en Europe de vitis sauvages, notamment asiatiques, pour la création variétale. Et puis, c'est aussi l'époque d'échanges internationaux qui ont été grandement facilités. Donc, on se retrouve dans les années 50-60 à retrouver des traces des morceaux de génome de ce virus. Ensuite, à partir de ces années-là, le continent européen va être la plateforme de distribution du virus du GPGV. Donc, on peut lier ça à la révolution du vin, entre guillemets, hein, vers l'Asie et vers les Amériques surtout. Donc, on le retrouve d'abord en Amérique du Sud à partir des années 80-90, puis sur tout le continent nord-américain à partir des années 90 à 2000. Et puis, au même moment, il y a aussi un retour à l'envoyeur vers l'Asie, qui a aussi vu à ce moment-là une évolution de sa viticulture. Donc, globalement, ce qu'on constate là, je vous ai rien dit qui se passait avant 2012, qui est le moment où on a décrit le virus et décrit les symptômes associés. Tous les grands mouvements internationaux, ils ont eu lieu avant la caractérisation du virus. Ça nous permet vraiment de confirmer l'hypothèse qui est qu'un système de quarantaine, il ne fonctionne bien que pour des virus symptomatiques, c'est-à-dire qu'il ne serait venu à l'idée de personne, a priori, de diffuser du matériel végétal, visiblement virusé, en tout cas impacté par des symptômes forts. Et c'est cette non-expression du virus, son côté un peu caché, qui a permis sa dissémination au niveau mondial. Donc sur le GPGV, reste aujourd'hui à vraiment comprendre son lien entre le virus et l'expression des symptômes de la maladie du Pinot Gris, comprendre ses conséquences, et puis pourquoi on a l'expression de symptômes parfois et parfois non. Un autre exemple, c'est celui du dépérissement du 161-49C. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Et plutôt de quoi on est parti. Alors, au moment de la première, des premiers constats de ce dépérissement, il y a des travaux qui ont été menés sur le matériel végétal, en partant de l'hypothèse que c'était peut-être un problème comme on a pu l'avoir, par exemple, dans le sud de la France sur la Syrah, d'adéquation clone-greffon ou de clones en particulier. Donc, l'IFV et les chambres d'agriculture, en particulier dans le sud de la France, ont mené tout un travail d'observation et d'enquête qui ont permis de conclure que c'était a priori pas un problème lié au matériel végétal. Autre hypothèse qui a été creusée, celle d'un virus. Là aussi, des tests d'assainissement, notamment sur Cabernet Sauvignon, ont permis de montrer que ce n'était pas le cas. Les parcelles qui expriment du dépérissement du 161-49C ne sont pas contaminées par un virus particulier. Autre hypothèse, ce serait des taux de reprise au greffage. L'IFV au Grau-du-Roi a mené des travaux, a observé des greffés soudés, et a priori, c'est pas non plus ça qui cause le dépérissement, même si ils ont pu constater déjà sur greffés soudés des cas de racines, alors dites spaghetti parce qu'elles prennent un peu cet aspect-là, mais en tout cas anormalement formées dès le jeune plant. Mais ça ne suffit pas à expliquer le dépérissement. Autre hypothèse, il y aurait un lien avec le statut hydrique. Donc là, l'IFV du Grau-du-Roi et puis Supagro Montpellier ont aussi monté une plateforme d'essai sur des greffés soudés en pot sur lesquels on peut contrôler très finement le régime hydrique des plants. Alors là aussi, pas conclusif, c'est-à-dire qu'on arrive à reproduire des symptômes de stress hydrique, mais on n'arrive pas à reproduire les symptômes du dépérissement qu'on constate au vignoble. Donc ça ne semble pas être la réponse. Ensuite, on s'est penché sur le compartiment sol, en partant de l'hypothèse qu'il pourrait y avoir un lien avec la compaction des sols, des compactions trop importantes qui empêcheraient le porte-greffe de se développer correctement.
Là aussi, c'est un travail d'enquête qui a été mené et le lien n'est pas évident. On continue d'investiguer la partie sol, là plutôt sur la nature du sol et les capacités d'alimentation de la plante. Donc c'est un travail que le BIVB mène notamment avec ses partenaires et qui est piloté par l'Université de Bourgogne sur un réseau de parcelles dont on analyse les propriétés du sol. Et là encore, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de caractéristiques particulières du sol qui entraînerait ce dépérissement. Et donc la conclusion, entre guillemets, malheureusement, mais elle est assez classique en fait sur les dépérissements, c'est que c'est un dépérissement qui est probablement multifactoriel et qui a des facteurs aggravants, notamment liés au statut hydrique, à la composition du sol, à la compaction du sol. Voilà. Donc en conclusion de ces quelques exemples-là, et puis on va pouvoir répondre à vos questions. Ce qui est vraiment hyper important et sur les aspects techniques et sur les aspects recherche, c'est de pouvoir diagnostiquer le mieux possible ces dépérissements, ce que vous constatez à l'échelle de vos parcelles, et de les comprendre grâce aux avancées de la recherche, de manière à pouvoir faire les bons choix demain sur les itinéraires techniques, sur les choix de matériel végétal, etc., etc. Et je fais un petit peu de teasing. Puisqu'on va organiser, alors probablement fin juin ou début juillet à Davaillé, un PNDV Tour où on invitera les chercheurs dont j'ai présenté un petit aperçu là, des travaux à venir échanger avec vous, à venir vous présenter en détail l'ensemble de leurs résultats de recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce petit aperçu sur l'avancée de la recherche sur le dépérissement. Merci Héloïse pour cette présentation. Alors, très complète, hein. Du matin à 10h, faut tout assimiler. Je vais prendre un peu vos réactions, vos remarques qu'on va partager avec Héloïse par rapport à cette présentation. Peut-être qu'on peut faire effectivement ce que tu proposais au début de ta présentation. Peut-être commencer par un peu un podium des inquiétudes de la salle. On peut se prêter à ce jeu. Je vous passe la parole. Entre un podium, entre des réactions. Allez, première réaction. Concernant le Cournouet, on entend dire qu'il faut nettoyer les outils à l'eau chaude, 150-160 degrés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a besoin de nettoyer au Karcher à cette température? Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'avoue que c'est pas une pratique qui est particulièrement recommandé, enfin, ça veut pas dire que c'est pas recommandé, je sais pas comment vous exprimer ça, mais il n'y a pas forcément besoin en fait par rapport au Cournouet. C'est pas un moyen de lutte hyper efficace. Il faut éventuellement veiller à juste ne pas faire trop de transport de sol d'une parcelle très contaminée vers une autre. En fait, aujourd'hui sur le Cournouet, il y a une piste assez prometteuse dont je vous ai pas parlé là ce matin, mais c'est la prémunition. C'est vraiment l'idée de pouvoir vivre avec le Cournouet, surtout dans les parcelles où on peut pas où le Cournouet devient suffisamment présent pour mettre en péril le potentiel viticole de la parcelle, et pour autant sur des terroirs, sur des climats qui nous sont précieux et on peut pas y renoncer. Donc la prémunition, ça fonctionne un peu comme un vaccin, même si les chercheurs n'aiment pas qu'on dise vaccin pour les plantes, pour le matériel végétal, mais l'idée c'est d'infecter le matériel végétal avec des variants du Cournouet qu'on a identifiés auparavant au vignoble et qui induisent à la plante des symptômes très faibles, donc on dit hypovirulent par rapport à du hypervirulent. Et aujourd'hui, là-dessus, les preuves de concept sont faites. C'est l'INRA de Colmar qui a travaillé là-dessus. Et donc, d'ici 2030, voire même avant, on aura la possibilité, sur des secteurs très touchés par le Cournouet, de pouvoir implanter ce matériel végétal prémuni contre le Cournouet pour retarder la réinfection et puis minimiser l'intensité des symptômes exprimés. Bon, d'accord. Et pour l'instant, donc, pas de
pas de préconisation autour de la désinfection à très haute température du matériel. On laisse ça de Hmm, côté. j'en ai pas eu connaissance en tout cas. Une autre réaction, mais tu as le droit à 2 questions, 3. Allez, on enchaîne. Et par contre, moi je suis dans le 10 et on entend dire il faut décaisser les sols quand il y a des parcelles qui sont fortement atteintes de Cournouet. J'ai vu descendre à 8 mètres de profond. Est-ce qu'il y a un intérêt ou non? Parce que c'est quand même des gros travaux, des gros mètres cubes. Moi je vois sur le domaine, on a un cycle, on a un début de cycle de parcelle et un fin de cycle. Et tout le temps, à chaque fois qu'on fait une intervention, on fait le même cycle. Et à chaque fois, quand c'est fini, on repasse par la case Karcher, quoi. Tu as entendu? Alors, Alors, des techniques violentes hein, dans le 10. oui. Attention. Un moyen de lutte radical. Tu as entendu? Alors, c'est effectivement un moyen de lutte radical et qui fonctionne, hein. Les chercheurs à l'INRA de Colmar l'ont testé sur des parcelles expérimentales. C'est-à-dire que pour les besoins de leur recherche, ils avaient besoin d'avoir un sol contaminé par des nématodes qui avaient le virus du Cournouet. Donc, ils sont allés prélever dans des ronds de Cournouet au vignoble du sol sur 1 mètre, 1,50 m de profondeur. Ils ont remplacé ce sol-là par un sol issu d'une autre parcelle et la propagation du Cournouet dans la parcelle source a été effectivement diminuée, ralentie. Après, il est peu envisageable a priori à l'échelle du vignoble que la solution ce soit de remplacer le sol sur des surfaces et sur des épaisseurs très importantes. Alors c'est effectivement radical et a priori ça fonctionne. Mais à large échelle, c'est compliqué quand même. Puis au-delà du coup, alors, je ne sais pas s'il y a des personnes de l'INRO dans la salle. Quoi. En plus, oui. Voilà, c'est formellement interdit dans les vignobles d'appellation. Chut, mais voilà, on est entre nous. À titre expérimental, ça marche. Héloïse, s'il te plaît, est-ce que tu peux te repasser en plein écran, qu'on puisse oui. Alors, pouvoir répondre aux questions? Je vais quitter le plein écran. Merci. D'autres remarques, questionnements, soit par rapport à ce podium de préoccupation, soit plus généralement, peut-être plus précis, là, sur une ou autre maladie, ravageur, symptômes. Allez. C'était la question. Merci. Bonjour. Par rapport au podium, donc vous parliez pour le dépérissement du bois noir. Et par rapport à ça, la flavescence dorée, pas mis sur le podium, par exemple. Quels sont les impacts donc, du bois noir par rapport à la flavescence dorée dans le temps? Alors, je l'ai effectivement pas mis sur le podium 2021 parce qu'il fallait faire des choix et j'ai choisi plutôt ce qui avait vraiment marqué la profession cette année. Mais effectivement, la flavescence dorée reste une problématique récurrente pour le vignoble. Alors, le lien entre bois noir et flavescence dorée, donc je disais, les symptômes sont identiques. Donc, bois noir comme flavescence dorée, on a des conséquences directes liées à l'expression des symptômes. Le premier qu'on voit, c'est un aspect un peu de dégénérescence du cep et puis des grappes qui sont desséchées. Donc, c'est-à-dire qu'on a des conséquences directes sur le rendement et puis sur la longévité de la vigne. Et après, c'est 2 problématiques qui sont vraiment entrecroisées et qui s'alimentent l'une l'autre. C'est-à-dire que le bois noir va venir masquer la flavescence dorée, il vient la noyer en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on va prospecter, on va pouvoir noter. Quand on prospecte, on va noter des symptômes de jaunisse, donc que ce soit bois noir ou flavescence dorée, mais impossible de les distinguer sans pouvoir faire un test. Donc plus on a de bois noir, plus on a de risque de passer à côté d'un cep atteint de flavescence dorée qui, lui, va avoir un vrai risque de propagation épidémique derrière. Et puis dans les parcelles où on a et de la flavescence dorée et du bois noir, on est obligé de tout considérer au regard du risque flavescence dorée. Et donc, on se retrouve dans certaines situations à devoir arracher un nombre de ceps symptomatiques qui est très élevé. Donc, on s'oriente peut-être vers de nouveaux arrachages de parcelles.
Donc c'est vraiment deux problématiques particulièrement liées, deux problèmes qui s'alimentent et qui engendrent aujourd'hui de vraies difficultés de gestion et puis une augmentation des coûts et de la pénibilité de la prospection. Donc on est un peu aussi dans le brouillard parce que dans la capacité d'avoir vraiment une cartographie distincte de ces deux maladies. Merci Louise. Donc effectivement, pas pour alimenter. Là, je sens que la question vient de la Champagne, mais très localement, et là on est malheureusement mal placé en Saône-et-Loire et dans le Jura pour avoir, comme tu le dis, à gérer ces deux phytoplasmes, ces deux maladies en même temps, et c'est une vraie difficulté. On ne peut pas les traiter indépendamment l'une de l'autre. Donc là, nous, on arrive à des situations radicales. Ouais, oui, donc les deux jaunissent. Oui. Bonjour, Emmanuel Pavie, je suis de la région, je suis angevin en fait, de l'Anjou, et nous pour l'instant, et je croise les doigts parce qu'on a 1 ou 2 foyers cette année en flavescence dorée, mais par contre on est bien embêté avec la maladie du bois noir. Je voulais savoir, on sait pour la flavescence quels sont les modes de véhicule de la maladie, et pour la maladie du bois noir, est-ce que vous avez un peu plus de données? On pense que ça passe par les racines, mais finalement on a surtout fait attention à la taille jusque-là. Est-ce que vous avez un peu plus d'infos à ce niveau-là? Merci. Alors sur la flavescence dorée, la propagation, elle peut se faire par le matériel végétal quand il n'est pas traité à l'eau chaude ou par la propagation directe du vecteur. Alors soit parce qu'il vole et qu'il se déplace de parcelle en parcelle. Il peut aussi être transporté d'une parcelle à l'autre, posé sur le matériel végétal, par exemple sur des feuilles ou sur des rameaux qui resteraient sur la rogneuse entre deux parcelles. Donc ça, c'est un des points de vigilance. Et puis sur le bois noir, en fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, enfin le constat qu'on fait, c'est que face à l'apparente très forte progression du bois noir qui fait presque penser à une épidémie, ce qu'on se dit, c'est que visiblement les connaissances actuelles qu'on a sur le bois noir avec un vecteur qui n'est pas inféodé à la vigne, donc qui vient transmettre le phytoplasme comme ça de manière occasionnelle, ces connaissances-là, apparemment, elles ne suffisent plus à expliquer la situation, le constat qu'on fait au vignoble aujourd'hui. Et donc la recherche est aujourd'hui en ordre de marche pour venir compléter ces connaissances-là. Alors est-ce qu'il y aurait d'autres vecteurs? Est-ce qu'il y aurait un effet météo ou climatologique de l'année qui fait qu'on se retrouverait avec des années à plus forte expression? Et si oui, est-ce qu'on peut les prévoir et les anticiper? Est-ce qu'il y a des facteurs liés à la sensibilité des cépages, à la sensibilité qui serait plus importante des jeunes plants, par exemple, puisqu'il y a des jeunes parcelles qui sont particulièrement touchées par le bois noir? Est-ce qu'il y a des nouveaux variants du phytoplasme qui entraînent cette plus forte expression? Donc voilà, aujourd'hui, les chercheurs vont se repencher à nouveau sur le bois noir, qui était un sujet, un phytoplasme un peu délaissé en France, en tout cas, depuis une dizaine d'années par la recherche. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il reste plus de questions que de réponses aujourd'hui sur oui, le mais alors, oui, peut-être je vais insister par rapport à la question de monsieur, oui. La recherche n'exclut pas des transmissions par le sol, ou c'est peut-être un peu ce qu'évoque monsieur, ou on en est un peu loin? Alors rien n'est exclu a priori, mais c'est pas une des pistes principales. En fait, ce qu'on va faire là sur la thématique du bois noir, c'est qu'on va prendre quelques parcelles qui sont des cas d'école où on a une très forte progression ces dernières années de la maladie, de l'expression des symptômes, et on va aller tout observer, quoi. On va aller observer la vigne en elle-même, on va retracer l'origine du matériel végétal, on va observer les plantes, les adventices et les plantes éventuellement hôtes des vecteurs qui peuvent se trouver dans la parcelle. Observer tous les vecteurs potentiels ou pas d'ailleurs qui s'y promènent, et puis observer l'environnement immédiat de la parcelle. Donc l'idée, c'est de décomposer vraiment tous ces compartiments de la parcelle pour essayer de comprendre où sont les facteurs de risque qui ont entraîné une forte expression des symptômes. Le compartiment sol n'est pas le plus
et pas le plus probable de par les connaissances qu'on a sur le bois noir. Allez, on aura un petit complément de question. Merci beaucoup. Oui, justement, le compartiment sol n'étant pas aujourd'hui le paramètre le plus regardé, le plus fouillé, effectivement, je vois que dans l'ensemble de ce que vous vous posez comme question, vous n'avez pas cité l'historique de la parcelle. Sur ces parcelles où vous dites qu'ils sont plantés depuis peu de temps, sur ces jeunes parcelles, quel est l'historique SK ou l'historique bois noir de ces parcelles, justement? Alors oui, j'ai pas cité l'historique de la parcelle, effectivement. Par contre, on va effectivement se le noter, hein. On part un peu sans a priori pour expliquer ces phénomènes. Donc bien sûr, c'est quelque chose qui va être noté et puis qu'on va confronter sur l'expression de différentes parcelles. Oui. Quel était le précédent culturel, pourquoi la parcelle précédente a été arrachée, etc., etc. Avant de passer le petit film, une ou deux dernières questions, remarques? Non? Alors moi j'en aurais une. je joue aussi, Héloïse. Effectivement, tu as très bien présenté l'état de la recherche en quelques diapos c'est très axé maladie, virus, ravageurs. Oui. Sur la partie matériel végétal, qui est un élément central, on en est où un peu je vais le dire avec mes mots, mais en vulgarisant, quoi. Un matériel végétal sain, des porte-greffes sains, voilà, des greffons sains, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, alors ce qui a été aussi, effectivement, je me suis concentrée là pour ce matin sur la partie plutôt agression biologique. Un des gros travaux du Plan national dépérissement du vignoble depuis son lancement aussi, ça a été de se repencher sur qu'est-ce que du matériel végétal sain, qu'est-ce que du matériel végétal de qualité. Donc la recherche, notamment en physiologie végétale, s'est repenchée là-dessus, en partenariat avec les pépiniéristes. Et puis si on peut citer une concrétisation de ce travail-là, c'est la création avec la pépinière française de la marque Vitipeps, qui est une marque collective, donc qui regroupe aujourd'hui une large majorité des producteurs de matériel végétal et de pépiniéristes en France, et donc qui a pour objectif l'amélioration constante de la qualité du matériel végétal. Donc, qui passe aussi par la formation des pépiniéristes eux-mêmes, la mise à disposition d'outils, et puis l'idée aussi de cette marque qui est vraiment tout un système, hein, c'est que ce soit évolutif, c'est-à-dire que demain, à partir de nouveaux résultats de la recherche, ces nouveaux acquis de la recherche, ces nouvelles connaissances, ces nouvelles bonnes pratiques à appliquer, elles soient progressivement introduites dans la marque, donc que vous ayez un niveau de garantie et de confiance sur la performance et la qualité du matériel végétal. Alors, ça répond peut-être de façon un peu large à ta question, Benjamin, mais non, c'était ça exactement. Une dernière? C'est bon, plus de réactions. Bon, bah écoute, Héloïse, je te propose, je vais essayer de lancer le film, je ne promets rien. Peut-être aussi, tu as fait, merci pour la promotion sur le prochain PNDV Tour à Davaillé. Moi, j'en profite pour dire aux personnes présentes que le site du Plan national de périssement en vigne, hein, pour ceux qui ne l'ont pas consulté encore, est un très très bon site où vous avez en direct les avancées de la recherche, enfin tout ce que vous a exposé Héloïse Mahé. Donc, le site Plan national des périssements en vigne, PNDV, vous tapez, et voilà, très, très bel outil pour les professionnels.